Vous écoutez Procrastination, épisode 8, Show, Don't Tell, un podcast sur l'écriture en 15 minutes, Parce que vous avez autre chose à faire. Et qu'on n'a pas la science infuse. avec les voix de Mélanie Fazi. Laurent Jeunefort. et Lionel Debousse. Alors, Show, Don't Tell, en bon français dans le texte, puisque c'est une admonestation, je pense, que l'on voit revenir à longueur et de longueur de livres d'écriture en langue anglaise, typiquement américain, donc ça veut dire montrer, ne dites pas. Qu'est-ce qu'on entend par là ? C'est un axiome qui est vraiment martelé, et je pense qu'on va aussi parler des limites de cet axiome parce que c'est important, même s'il a sa raison d'être, et probablement on a plutôt tendance à tomber dans l'excès inverse et à ne pas faire suffisamment ce fichu show don't tell. Qu'est-ce qu'on entend par là ? Tout simplement, je pense Laurent, tu as une bonne définition finalement du truc que tu nous as dit juste avant. Alors c'est toutes les techniques qui rendent une scène vivante au lieu d'être exposée. Les éléments ne sont pas décrits tels quels, mais dramatisés dans la scène, intégrés dans la scène. C'est ça, c'est show don't tell, ça veut dire montrer, ne dites pas. L'exemple typique, c'est si on dit le personnage nous dit, on nous parle du personnage, Bob était terrifié. Ça nous en dit beaucoup moins que Bob se figea, ses intestins se liquéfièrent, tandis que une sueur froide descendit lui poisser le dos. Là, tout de suite, ça nous parle. Et s'écria, mon Dieu, on va tous crever, parce qu'on peut le faire dans les dialogues aussi. Voilà, tout à fait, effectivement. Donc c'est tout ce qui est montré par l'action, la démonstration. L'intérêt de ça, finalement, c'est de laisser le lecteur tirer ses conclusions. C'est un peu, ça rejoint un peu ce qu'on a dit dans l'épisode précédent sur la description. C'est peut-être une prolongation du principe de description opérante. Ça rend les choses beaucoup plus vivantes déjà, c'est qu'on au lieu de les montrer, on nous les fait ressentir, et comme je disais, au lieu de dire simplement le personnage a peur, et bon, le lecteur lit ça et ça va pas... Voilà, ça va pas lui faire grand-chose. Alors que si on a une accumulation de détails, de choses qui vont induire une tension comme ça va se transmettre petit à petit au lecteur. Ouais, c'est une manière aussi de ne pas sortir de la fiction. Oui. C'est le risque de la description, c'est de sortir de la fiction, en fait, d'interrompre le fil du temps, d'une certaine manière. En fait, comme ça, de réintégrer ces informations de description ou de tout autre élément utile à l'histoire, mais de le mettre dans le fil de l'histoire, ça arrange, on ne rompt pas cette immersion fictionnelle. Je pense que la fantasy est peut-être un peu la SF, mais la fantasy est probablement un genre qui risque le plus de tomber justement dans le travers de dire au lieu de raconter, notamment parce que avec malgré tout toute la révérence que nous lui devons, Tolkien fait un terrible contre-exemple avec le prologue du Seigneur des Anneaux où il nous passe 50 pages à faire du tel, à nous raconter les trucs. Aujourd'hui, on peut plus faire ça, quoi. Si l'importance de la dynastie des rois a une importance sur l'histoire, il va falloir leur raconter dans l'histoire au moment où ce sera important. L'intérêt, c'est justement d'éviter d'avoir des longs tunnels d'exposition, des motons expositoires ou infodump, là aussi en bon anglais. L'important, c'est de laisser le lecteur tirer ses conclusions, de montrer, de donner à voir, de donner à imaginer. Et d'avoir justement quelque chose de beaucoup plus impliquant. Alors, comment on fait ça ? Comment on fait ça ? On peut le faire, on a déjà parlé des descriptions des dialogues. Description opérante, voilà, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, de dire, voilà, si Bob s'assoit sur une chaise, on se doute bien qu'il y a une chaise dans la salle. Je pense que ça se fait aussi, justement, aussi à travers les dialogues, laisser les personnages exprimer qui ils sont. Plutôt que de dire que voilà, je sais pas, je donne un peu les exemples comme ils me viennent, mais machin était prompt à l'énervement, c'est peut-être plus facile de nous le montrer s'énerver pour une broutille. À longueur de temps. À longueur de temps, par exemple. Alors après, il faut pas tomber dans l'excès inverse, qui est que je pense un truc qui est devenu un cliché là-dessus, c'est mettons que, je sais pas, machin, ta gamin des rues, il va utiliser que des argots très prononcés et ça va devenir un cliché, ça va devenir illisible. Et au bout d'un moment, au lieu de nous faire entrer dans le récit, ça nous en sort complètement. Voilà, un autre truc terriblement cliché pour ça, c'est... alors heureusement on n'a plus trop ça, mais quand même on peut trouver ce travers, c'est j'ai un guide de montagne qui s'appelle Pedro et il va me dire gracias chaque fois qu'il va vouloir me dire merci.
ce qui est un truc assez terrible, et que c'est l'équivalent du petit chinois chez Tintin. Donc, oui. voilà. Éviter de faire de l'exotisme. Voilà. Et l'autre, alors je pense qu'on parlait de faire un épisode sur les dialogues, on pourrait y revenir. Il y a aussi un terrible cliché là-dedans, c'est le As You Know Bob. Alors le As You Know Bob, c'est comme tu le sais, Bob. Voilà. En bon anglais, ces tropes-là, en général, ont des noms anglais parce que c'est les Américains qui les cataloguent beaucoup. Mais le truc terrible du As You Know Bob, mais tu sais très bien que... Comme tu le sais, ce projet sur lequel nous travaillons depuis 10 ans va nous permettre d'aller sur la Lune. Enfin, s'ils travaillent dessus depuis 10 ans, ils sont au courant, les mecs. Hein. Ils vont pas nous... Donc... En fait, il faut être naturel. Oui. Enfin, il faut être naturel. En fait, c'est simplement que la scène, elle soit cohérente avec elle-même. Jamais on dirait ça dans une scène quotidienne. Enfin, je veux dire, voilà. Si ça nous arrivait vraiment, on ne rappellerait pas des éléments essentiels. Si tu montes en voiture, tu dis pas à celui qui te conduit, tiens, n'oublie pas de mettre la clé dans le compartiment. Oui, c'est pour de la SF. Voilà. Ouais, je dirais, donc c'est clairement mais à la rigueur c'est du bon sens et c'est surtout ça montre aussi l'auteur qui vit la scène au moment où il l'écrit. Si on vit la scène au moment où on l'écrit, on tombera pas dans ce genre de travers parce qu'on se rendra compte que c'est pas logique. Je pense que c'est un truc absolument capital. Ça, il y a énormément de travers, mais aussi de qualité. Donc par exemple ce fameux show don't tell qui finalement quelque part se résolvent d'eux-mêmes à partir du moment où l'auteur prend soin d'être vraiment dans la scène et de vraiment se mettre à la place de son personnage et de le vivre. Et donc finalement, si l'univers et les personnages sont suffisamment maîtrisés, alors ça veut pas dire qu'il faut les maîtriser avant d'écrire, mais peut-être que certains passages, quand on écrit, des fois on défriche. Et parfois on fait beaucoup de divagation, on expose beaucoup de background de l'histoire, qu'on corrigera après coup. Mais je pense que la clé, c'est vraiment de laisser émerger l'univers et les personnages. C'est un des intérêts, en fait, d'avoir énormément réfléchi, ou en tout cas d'avoir beaucoup développé l'univers, ou en tout cas tout ce qui se passe autour de l'histoire, et de connaître suffisamment pour... d'avoir beaucoup d'éléments en tête qui ne seront peut-être pas écrits dans l'histoire, parce qu'on a la tentation souvent de vouloir mettre tout ce qu'on a en tête, qui n'est pas nécessaire, mais parce qu'on sait qu'il y a tel et tel élément, ça va nous amener à écrire la scène de telle manière, même si je sais pas si c'est très, très clair, mais même si tout n'est pas écrit noir sur blanc, mais on a une connaissance de ce qu'il y a derrière, de ce qui motive un geste. Il y a une maladie, il y a un peu une maladie, il y a une façon très savante de procrastiner, ce qui est en rapport avec le nom de notre émission, c'est de soit passer son temps à faire des recherches, parce que j'ai écrit un bouquin sur la Seconde Guerre mondiale, il faut absolument que j'ai lu tous les bouquins qui se sont jamais faits dessus, et en fait ça devient une façon savante de procrastiner sans... parce que il faut absolument que je maîtrise le sujet, mais au bout d'un moment je me perds dans les recherches, et c'est une façon de se convaincre qu'on travaille sur le bouquin sans jamais commencer à l'écrire. Et la variante dans l'imaginaire, c'est je creuse mon univers jusqu'à ce que je sache que j'ai écrit un livre de cuisine et que je sache la couleur des yeux des moindres rois remontant à 5 siècles en arrière. Et à partir du moment où j'ai toute cette masse, il faut que à un moment il faut se confronter à la difficulté, il faut écrire. Et je pense que c'est quelque chose qui se maîtrise avec petit à petit avec l'expérience, de savoir jusqu'à quel point je vais creuser mon univers, et au bout d'un moment jusqu'à quel point je vais le découvrir aussi. À un moment, voilà, si vous avez tendance à écrire des univers super développés et tout, rappelez-vous que vous êtes là pour raconter une histoire et pour la montrer, et pas pour nous montrer finalement quelque part à quel point votre univers il est trop bien. À un moment, ça va découler de cette histoire. C'est un équilibre assez difficile à... Oui, je suis d'accord avec toi. Moi, j'ai tendance un peu à aller dans ce travers-là. Moi qui pars souvent des univers, et donc mes univers sont souvent très très charnus. La description, le tel, donne c'est quelque chose de littéraire aussi. Il faut pas oublier que c'est quand même quelque chose de littéraire, et parce que ça donne la description donne une apparence d'objectivité, qui est un procédé rhétorique après tout. Donc le style encyclopédique, c'est un style aussi, qu'on peut trouver très lourd, mais qui a aussi son intérêt. Je trouve que
on peut tout à fait rentrer dans ce style, mais pas sur un bouquin entier. Oui. On peut avoir des passages très descriptifs. C'est aussi une façon de ralentir le temps. On peut en jouer aussi, en fait, de tout à coup que le personnage va tout à coup se laisser engloutir comme ça dans la description de l'environnement, et que l'environnement devient un personnage. C'est aussi une manière de faire que l'environnement devient quelque chose de beaucoup plus tangible qu'avant, et que tout à coup on sort de la pure mécanique narrative pour rentrer aussi dans quelque chose de plus qui paraît moins essentiel à l'histoire, mais des fois ça peut marcher. J'ai été en train de penser qu'en fait ça peut donner lieu à d'autres types d'effets littéraires qui sont plus au contraire du côté de l'émotion et vraiment de l'immédiateté. Et j'ai un exemple qui m'est venu, c'est un roman que j'ai traduit de Graham Joyce qui s'appelle Ligne de vie, qui est un roman plus ou moins fantastique qui se passe pendant la Seconde Guerre mondiale. Et il y a une alternance de deux styles dans ce roman. C'est un roman qui est très très près des personnages et du quotidien, et qui est beaucoup dans les dialogues et l'action entre guillemets, où on vit avec les personnages. Et de temps en temps, il y a un passage à des espèces de paragraphes où d'un seul coup, il va adopter un regard plus extérieur, et il va dire par exemple l'étrangeté d'un personnage au lieu de la montrer. Mais ça crée une espèce de style totalement lyrique et poétique, et on a une espèce d'envolée qui part de là, et c'est absolument magique. Et ce qui fait la force du livre, c'est l'alternance entre les deux constante. C'est-à-dire que l'un ou l'autre, s'il y avait que l'un ou l'autre, on ne rentrerait pas dans l'histoire, et l'alternance entre les deux est absolument magique. Je pense que c'est un truc qu'on a vraiment posé en prolégomène au premier épisode, c'est que tout est toujours possible en littérature. Maintenant, dans les éventuels conseils génériques, souvent, moi ce que je vois dans les textes d'auteurs débutants, c'est que ça pêche plus dans le côté du tel, de dire, plutôt que dans le show, c'est-à-dire de montrer par l'exemple. Mais effectivement, là on est en train de glisser doucement vers l'autre admonestation inverse qu'on peut tout à fait faire, qui est tel dans le show. La littérature permet de faire des ellipses très puissantes. Je pense que c'est le média narratif le plus puissant, c'est le plus puissant pour ça. On peut parfaitement dire 3 milliards d'années plus tard, voilà. Et ça, c'est important à un moment de savoir aussi faire des ellipses, de ne pas dire, de ne pas tout montrer par le menu. Et le problème, c'est que le show don't tell, qui est un conseil très important, je pense, mais il malheureusement devient un peu poussé à l'extrême et devient presque un cliché, notamment chez les Américains. C'est important, on l'a dit dans l'épisode sur la description, c'est important de choisir les détails signifiants, mais c'est important aussi de savoir donner de l'atmosphère, pour peut-être poser un peu plus le rythme. C'est aussi important, de temps en temps, de savoir laisser tomber les explications compliquées, et de passer 3 pages à vraiment démontrer par l'exemple quelque chose qui finalement pourrait très très bien se dire en 2-3 phrases, notamment dans les genres de l'imaginaire, probablement encore plus en SF et aussi plus en fantasy. Bon, la technologie fonctionne comme ça c'est peut-être plus facile de donner 2 phrases en disant voici comment fonctionne le générateur d'improbabilité, comme tu le sais, Bob. Voilà, que de faire un As you know Bob, ou de faire un truc hyper compliqué, hyper tordu, pour donner un truc que finalement, il y a effectivement une place pour la description pure ou pour l'explication. À un moment, on est censé le faire, mais je pense que le principe derrière cardinal, c'est le rêve de la fiction, de ne pas interrompre, et aussi maîtriser le rythme de la narration. Et maîtriser le rythme, ça veut pas dire il faut que ce soit au taquet tout le temps, ça veut pas dire il faut absolument que le lecteur ne puisse pas reposer le bouquin. Ça veut dire de temps en temps savoir gérer le rythme. Je suis à un moment un peu plus calme, je peux tout à fait me permettre de donner un peu plus d'éléments, parce que je sais savoir maintenir l'intérêt du lecteur, ce qui serait peut-être un épisode à part entière en boîte de Pandore, que je me note du coup maintenant en ce moment. Mais donc show don't tell et tell don't show, toute la clé, c'est de savoir le faire à bon escient. Et surtout à travers ça, montrer par l'exemple au maximum le lecteur quand il y a du ressenti, quand il y a de l'enjeu, quand il y a de l'action, et ne pas se couper l'herbe sur le pied en minimisant son effet, en donnant simplement de la description factuelle qui n'aide pas le lecteur à rentrer. On est le guide du lecteur dans l'histoire. Ouais, et puis je dirais, l'essentiel, c'est de ne pas être mécanique dans un sens ou dans un autre. Totalement.
bon, le côté mécanique de la description, il est évident. Le côté mécanique du show don't tell, il existe dans les excès du behaviorisme, qui fait que finalement, chaque personnage, pour illustrer ce qu'il est, va finalement ne plus dire que des punchlines, au final, qui vont illustrer ce qu'il est. Et finalement, ça donne des personnages mécaniques. Et on obtient l'effet inverse de ce qu'on voulait au début, c'est-à-dire des personnages typés. Tout à fait. Et vivants, et pas des archétypes. Un autre excès qui est limite, qui est presque comique, c'est quand la météo colle pile toujours à l'humeur du personnage. Ouais. C'est il pleuvait, ce qui était à l'image de la noirceur de son âme, ou alors il fait beau, c'était génial parce qu'il vient d'avoir son bac. Enfin, Imaginez un peu que le mec il rate son bac alors qu'il fait beau. C'est le drame. C'est impossible, ça ne peut pas arriver dans le monde de la littérature. Sauf si cela dit, il y a une explication logique. On peut imaginer que le personnage influe sur la météo, mais je digresse. Tu sais, il y a un personnage de Douglas Adams comme ça qui est un ancien dieu de la pluie amnésique et il est routier et il est totalement déprimé parce qu'en fait tous les nuages viennent se masser autour de lui parce qu'ils sont contents, c'est leur dieu, et en fait le mec il est déprimé, il se rappelle pas qu'il est dieu de la pluie et en fait il fait mais pourquoi chaque fois que je conduis où que j'aille il pleut. Bon, on arrive à notre temps fini, donc Laurent, je pense que c'est une citation. Allez, une citation de Barbara Greene avec mon accent parigot typique. « If you tell me it's an essay, if you show me it's a story », qu'on peut traduire par « Si tu me le dis, c'est une dissertation, si tu me le montres, c'est une histoire ». C'était Procrastination, merci de nous avoir suivis. Maintenant, assez procrastiné, allez écrire.